Pour chaque plante, il y a un véritable fil directeur que l'on peut retrouver et qui est décliné sous différentes variantes, en homéopathie, en gémothérapie, en phytothérapie. Alors, quelles sont les recherches possibles dans ce domaine-là? D'abord, au niveau de la médecine ayurvédique, que personnellement, je préfère à la médecine chinoise, pour une raison simple, c'est qu'elle m'est très proche. J'aime beaucoup l'héritage grec, j'ai appris moi-même le latin et le grec autrefois, j'ai fait des études linguistiques également, et il se trouve qu'à l'époque d'Hippocrate, on enseignait les 4 éléments qui étaient la terre, l'eau, l'air et le feu. Et Platon rajoutait un dernier élément qui était l'invisible. Et il en parlait à travers le mythe de la caverne et bien d'autres mythes. Et en médecine ayurvédique, on retrouve ces mêmes 4 éléments, plus un 5e qui est l'éther. C'est exactement la même chose que ce que disait Platon. Et il y a donc une véritable césure dès qu'on passe la frontière sino-indienne. Ils ont bien 5 éléments en Chine, mais ce ne sont pas les mêmes. Nos racines sont ici dans l'espace indo-européen dont nous sommes très proches. Alors par exemple, quand un Indien en médecine ayurvédique, vous savez que les rishis ont travaillé là-dessus depuis des milliers d'années pour essayer de décrire les plantes, avec, on pourrait dire, une description des forces de vie qui émanent de ces plantes également, on s'aperçoit que pour des termes comme l'amertume, il y a pratiquement 20 mots sanscrits qui décrivent différents degrés d'amertume. Pareil pour l'astringence, pour le salé, pour le sucré, il y a énormément de nuances au point que des chercheurs se sont dit « mais ils ont abouti à une véritable chimiotaxonomie ». C'est-à-dire ils sont capables, en sentant, en goûtant une plante acide, de dire si c'est de l'acide salicylique, si c'est de l'acide malique, etc. Donc vous voyez qu'on a presque fait le lien avec la médecine actuelle qui vise à découper les plantes en petits morceaux pour en retirer des principes actifs. On n'a pas besoin d'aller jusque-là, rien qu'avec le goût, avec l'odeur et avec différentes autres caractéristiques que l'on peut ressentir, tout simplement, on en arrive aux mêmes éléments. Cet enseignement des signatures passe donc concrètement par une lecture des signes que l'on peut voir. Alors en Occident, comment est-ce que ça a été enseigné? D'abord à l'époque hippocratique, Hippocrate en parlait clairement dans ses écrits, Dioscoride aussi a fait de nombreuses allusions disant qu'une plante était terre, était eau, etc. Et par la suite, Galien, qui était médecin des armées, dont Néron également, encore un médecin grec. Il y a eu 3 grands médecins grecs qui ont fait des études fabuleuses sur le sujet. Et puis au cours du Moyen-Âge, il y a eu un enseignement absolument génial qui a eu lieu dans une grande école qui se trouvait au sud de Naples, qui s'appelait l'école de Salerne. Puis on arrive, après la fin du Moyen-Âge, à Paracelse, au renouveau, dans le sens où ça a été une véritable redécouverte de la tradition gréco-latine. Alors pas tellement les latins, parce que les latins partaient du principe qu'à partir du moment où on mange bien, on n'a pas besoin de médecin. C'est ce que disait Caton l'Ancien. Donc il n'y a que les Grecs qui ont vraiment développé une médecine digne de ce nom. Les latins n'ont fait que copier, mais copier avec brio, au point que les légionnaires qui partaient en campagne avaient une alimentation exclusivement végétarienne, quoi qu'on puisse en penser, mais extrêmement solide, extrêmement nourrissante. Donc c'était devenu de véritables maîtres de l'alimentation sur la base des 4 éléments. Ils savaient parfaitement ce dont on avait besoin pour bien entretenir la vie. Ces connaissances se sont donc transmises de manière discrète, aujourd'hui on dirait secrète, mais de manière assez évidente. Au point que quand j'ai enquêté moi-même pendant une dizaine d'années dans le massif vosgien, à la recherche des savoirs populaires, j'ai vu des centaines d'éleveurs et d'agriculteurs de montagne pour voir comment ces gens se soignaient. Régulièrement, on me disait « Ah ben mon voisin vient de soigner une maladie chaude, il a pris une plante eau, un tel a soigné une maladie de sclérose, une maladie froide au contraire. » C'était des notions qui étaient encore très vivantes après la guerre. Elles ont tendance à se perdre un petit peu, mais elles sont toujours présentes. Alors comment se fait cette lecture des signes? D'abord à travers, on pourrait dire, des grilles de lecture. Les anciens se servaient de chiffres sacrés, on a parlé ce matin du nombre d'or, et les chiffres qui apparaissent, c'est les chiffres 3, 4, 7, 9, 12, parfois 24,
et qui sont de véritables grilles de lecture au niveau de la dynamique des plantes. Ensuite, la gestuelle. Quel geste va montrer la plante, quel geste va montrer la fleur. Quand vous regardez une fleur de sauge avec sa, on pourrait dire sa gueule grande ouverte, elle pousse effectivement à développer le son, le verbe, à s'exprimer d'une certaine manière. C'est pas pour rien si on l'a appelée la plante qui sauve. Et puis ensuite, et c'est l'élément principal, les anciens, on le sait parce qu'on a pu comparer ce que l'on supposait des populations préhistoriques, on a pu comparer avec le savoir et la manière dont ils fonctionnent encore aujourd'hui des peuples premiers, et j'en ai vu un certain nombre à travers la planète. Ils fonctionnent toujours de cette manière-là, ils se mettent en méditation. Ils prennent des plantes, ou ils ne prennent pas de plantes, ou ils se servent du son du tambour, ou tout simplement ils font une méditation naturelle, et puis au bout de quelque temps, il y a une intuition qui va venir, parce qu'ils se mettent en contact avec quoi ? Avec ce qu'ils appellent l'esprit de la plante. Encore une donnée universelle, c'est donc une communication avec mon propre esprit, à moi Christian, et puis l'esprit de la plante qui est en face. Une communication qui se passe dans l'invisible, qui est très discrète dans un premier temps, et qui devient de plus en plus forte, de plus en plus envahissante au fur et à mesure que l'on y passe du temps. Alors vous me direz, mais qui est capable de pratiquer ça? Mais tout le monde, n'importe qui a ce don, il suffit simplement de le développer. Un jour, j'étais en stage et il y avait une personne qui travaillait dans le domaine qui était agent immobilier. Et puis, je lui propose d'étudier le millepertuis, qui a une magnifique fleur jaune dorée. Et puis, au bout de 10 minutes, elle tombe en pleurs, en larmes. Et alors, je lui demande ce qui se passe. Et elle me dit... Vous savez, je vis un métier qui est tellement dur, on est constamment dans la finance, il faut qu'on pressure plus ou moins le client, qu'on agisse de manière difficile, sans prendre égard à sa situation. Bien sûr, on l'écoute. Et ça faisait des années que j'avais oublié que j'avais moi aussi cette capacité de percevoir la poésie de la plante. Elle le redécouvrait à l'instant, en 10 minutes, alors que ça faisait une vingtaine d'années qu'elle avait oublié ces aspects-là. Donc ça peut revenir très vite.